Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai créé une marque de montres qui s'appelle Safnat Panea. Je suis auteur et conférencier. J'ai écrit un livre qui s'appelle Je ne veux plus tricher, donc j'enseigne et je donne des conférences grâce à ce livre. Et j'ai créé aussi un club de chess boxing. Moi, j'ai grandi à Villers-le-Bel dans le 95, dans la banlieue nord parisienne, dans une cité qui s'appelle le Puy-la-Marière. Certes, tu n'as pas eu Sciences Po, mais ça t'a permis de devenir encore une meilleure version de toi-même. Exact. Parce que tu t'es fixé cet objectif ambitieux. Quand on m'a dit va faire Sciences Po, les gens ils rigolaient. Tous les gens de ma classe ils rigolaient, ils disaient mais non, mais tu vas pas faire Sciences Po, toi t'as pas le niveau, t'as que des mauvaises notes, etc. Donc c'est pas possible que tu l'aies. La première phrase que j'ai dite quand j'ai reçu le mail, j'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai rigolé. Tu vois, j'ai arrêté de tricher, c'est passé plein de choses. Et regarde la récompense. Quelques années plus tard. Et effectivement, c'est drôle. Si je devais miser sur un entrepreneur dans la classe, ce serait Emmanuel. Donc on voit que finalement, toutes les compétences que tu as eues, ta personnalité que tu as pu développer, tes soft skills, ton charisme, etc. Finalement, ça a été mis en lumière dans le pratique. C'est-à-dire que c'est bien le théorique, mais quand il a fallu pitcher, quand il a fallu parler de ta personne, quand on a parlé de leadership. C'est une année où, comme la prépa, je sais que j'étais pas à ma place, mais j'ai beaucoup appris. C'est un fondement pour l'étape d'après. Je savais que, pas de problème. Le chemin, il va être long, ça va être difficile, etc. Mais je vais avoir ce que j'ai besoin d'avoir. Et là, c'est la même chose. Est-ce que c'est les études, la voie royale, quand on vient d'un quartier devenu modeste, ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à davantage de gens, finalement, de sortir de leurs conditions sociales? Moi, tu me parles pas d'âge. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Me parle pas d'âge. Donc pour nous, l'ambition c'est la boussole et la réussite c'est la destination. Et pour ce nouvel épisode, on a Emmanuel Quinzosi. Donc bonjour. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Je t'en prie, merci d'être là et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors quand tu avais 16 ans, c'était quoi ton ambition, Emmanuel? Alors quand j'avais 16 ans, mon but c'était soit de devenir trader, soit de vivre du commerce. Ok. Et maintenant, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai créé une marque de montres qui s'appelle Safnat Panea. Je suis auteur et conférencier. J'ai écrit un livre qui s'appelle Je ne veux plus tricher, donc j'enseigne et je donne des conférences grâce à ce livre. Et j'ai créé aussi un club de chess boxing qui nous permet de développer des activités de team building en entreprise. Ok, très bien. Bon, on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Et maintenant, je vais te demander finalement, Emmanuel, il a grandi où? Moi, j'ai grandi à Villers-le-Bel dans le 95, donc dans la banlieue nord parisienne, dans une cité qui s'appelle le Puy-la-Marière. Donc j'ai grandi sur Villers-le-Bel. Et pour la petite histoire, on vient du même quartier. Exactement. Donc il habite juste en face de chez ma tante. Et on en parlera plus en détail, mais on s'est on s'est croisés, pas en France, mais aux États-Unis. Mais on aura l'occasion d'en parler durant ton parcours. Et justement, comment était ton enfance à Villers-le-Bel? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Moi, j'ai vécu une très très belle enfance. Moi, j'ai beaucoup de bons souvenirs justement de mon enfance avec mes camarades de mon quartier, beaucoup dehors, jouer au foot, etc. Beaucoup de solidarité. Ouais. Donc ouais, j'ai eu une belle enfance, moi je trouve, et beaucoup de connaissances. J'ai eu la chance moi de faire 4 collèges dans ma ville. Ouais. Donc j'ai dû bouger à chaque fois pour des raisons différentes. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde, donc c'était top. Justement, ça me permet de faire la transition. Comment ça se passait à l'école? Tu as écrit un livre qui s'appelle Je ne veux plus tricher. Donc finalement, pourquoi tu trichais avant? J'avais quelques facultés et facilités à l'école. Ouais. Donc de primaire jusqu'au collège, je faisais pas grand chose à l'école, mais ça passait. J'avais des très bonnes notes, etc. Donc ça se passait plutôt bien. Puis à un moment donné au collège, là effectivement les notes elles commencent à devenir un peu plus médiocres. Ouais. J'ai un peu plus de mal à me concentrer en classe. Donc effectivement j'utilise une technique que beaucoup utilisent, c'est la triche. Ouais. Donc je me suis beaucoup amusé à faire des anti-sèches, à les revendre, à partager ça avec mes camarades. Et donc oui, les facilités que j'avais commençaient à disparaître et donc c'était un peu plus difficile pour moi la scolarité. Donc ça, finalement, la triche, c'était un échappatoire. Exact. Mais c'est quand était le déclic? Parce que tu dis, je ne veux plus tricher. À quel moment tu t'es dit, maintenant, moi, Emmanuel, je ne veux plus tricher, je vais réussir par mes capacités, par mon travail? C'est une introspection en réalité. Ouais. Quand j'ai l'âge de 16 ans, c'est à partir de là finalement. C'est 16 ans, je commence à réagir, je commence à me poser des questions sur ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de devenir.
Et il y a un déclic, c'est que je me fais aussi attraper en train de tricher. Et donc ça me met une bonne gifle et c'est là que je me rends compte que non, finalement, je ne veux plus tricher. Je veux vraiment devenir ce que je suis vraiment. Et c'est à partir de là que ma scolarité vraiment commence à changer. Et donc c'est au niveau de la première seconde, c'est ça? C'est la seconde première, ouais, effectivement. C'est là le déclic. Ouais. Donc je me fais attraper et je décide de changer ma façon de concevoir les études, ma scolarité, et là il se passe plein de choses que je raconte dans le livre. Justement. Et justement, dans le livre, tu expliques que donc tu trichais et que tu as dû arrêter de tricher, mais comment finalement tu t'y es pris pour réussir à avoir ton bac finalement sans tricher? J'ai assumé qui j'étais. Ouais. J'ai assumé les mauvaises notes que je pouvais avoir, j'ai assumé le fait que je connaissais pas forcément toutes les réponses, etc. Mais j'ai essayé d'utiliser une passion, j'ai essayé d'utiliser des objectifs qui m'ont permis tant bien que mal d'avoir mon bac. Je me rappelle qu'à l'époque, on m'avait proposé de faire à Sciences Po voie parallèle avec les lycées ZEP. J'ai tenté et ça m'a donné justement l'envie d'apprendre beaucoup de choses, de me cultiver davantage. Et toutes les choses que j'apprenais, finalement, ça m'a permis d'avoir le bac. Donc, l'objectif d'entrer dans cette école-là et le fait de trouver une passion, ça m'a aidé à avancer, même si j'ai pas eu Sciences Po. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent j'aime dire que l'objectif, c'est un peu un cap que ça nous donne, c'est-à-dire que le but d'un objectif, c'est pas de l'atteindre, parce que sinon, autant se fixer des objectifs simples. Mais en fait, le fait de te dire je vais rentrer à Sciences Po, tu t'es dit c'est quelque chose de difficile, donc ça t'a poussé en fait à te mettre dans une routine de je vais apprendre, je vais m'ouvrir, je vais me cultiver. Exactement. Alors que peut-être si tu t'es dit mon objectif c'est juste d'avoir le bac, peut-être que tu n'auras pas mis autant d'efforts dans tes études. Exactement. Donc c'est hyper intéressant ton histoire, c'est que finalement, certes tu n'as pas eu Sciences Po, mais ça t'a permis de devenir encore une meilleure version de toi-même, parce que tu t'es fixé cet objectif ambitieux, justement de devenir, de rentrer à Sciences Po. C'est totalement vrai, parce que cette ambition, quand on m'a dit va faire Sciences Po, les gens ils rigolaient. Hein. Tous les gens de ma classe ils rigolaient, ils disaient mais non, mais tu vas pas faire Sciences Po, toi t'as pas le niveau, t'as que des mauvaises notes, etc. Donc c'est pas possible que tu l'aies. Et effectivement, dans le concret, c'était difficile. Mais cette ambition, ça m'a donné de me dépasser. Et le bac, je l'ai eu à 10,02. Donc je l'ai eu, mais voilà, cette ambition, c'est ça qui m'a permis de me dépasser et d'atteindre. Ça t'a donné un cap, quoi. Ça m'a donné un cap et ça m'a permis d'avoir le bac. Et justement, tu as expliqué que donc les gens rigolaient. Qu'est-ce qui t'a poussé quand même à continuer en dépit des rires, des moqueries des autres? Pourquoi t'as continué à travailler, à te dire je vais travailler pour entrer à Sciences Po? J'avais une conviction que je pouvais faire les choses. J'avais une conviction que je pouvais y arriver. Et j'aimais bien tout ce qui était proposé à Sciences Po. Ça me donnait envie, en fait, de travailler, d'aller à l'école, etc. Donc, c'est cette envie-là aussi qui m'a dit, écoute, je vais pas me fermer les portes parce que les gens, ils rigolent. Moi, j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. On va tenter. Et on verra ce qui se passe. Donc ça, c'est beaucoup ma personnalité comme ça. C'est que il y a des choses où je me dis, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que je suis naturellement pas doté pour le faire. Mais je vais le faire parce que j'ai envie. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'aimes le défi, en fait. Ouais, j'aime le défi, moi. Donc, je me dis, je vais faire les choses. Ça va prendre le temps qu'il faut. Le temps, j'aime beaucoup, moi, cette notion. Donc, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais le faire à un moment donné. Donc, on va tenter. Donc, c'est ça qui m'a galvanisé. Et après, bien évidemment, mon entourage qui m'a encouragé aussi, qui a été précieux et qui m'a donné l'envie de faire ce que je fais. Et justement, quel était ton entourage et comment ils t'ont aidé concrètement à garder le cap et à tenir le coup? Ma famille, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, que ce soit mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ils m'ont beaucoup soutenu, et mes camarades aussi de mon quartier. Il y a des grands du quartier qui toujours m'encourageaient, qui voyaient un peu mes efforts, etc. Donc j'étais très content d'être soutenu par eux, et même des amis de la famille, etc. Mon entourage, ma communauté m'a toujours soutenu. Donc forcément, avec un bon réseau, on va plus loin. Ouais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, exactement. Exact. Et justement, t'as ton baccalauréat et tu n'es pas pris à Sciences Po. Finalement, qu'est-ce que tu fais après ton bac? Je suis encouragé par des professeurs. C'est le réseau, c'est ma communauté, c'est des professeurs qui m'ont encouragé, qui ont vu quelque chose en moi, me conseillent de faire une prépa. D'accord. Donc je dis écoute, pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'avais pas forcément le niveau, mais ils décelaient en fait un potentiel. Donc je me suis dit peut-être que ce sera l'occasion de faire quelque chose en ce sens, d'aller dans une grande école, etc. Et peut-être que je vais pouvoir développer mon potentiel comme ça, scolaire, mais pas du tout. Je fais cette prépa, c'est très difficile. J'arrive pas du tout à travailler, je suis pas du tout dans les clous. Donc c'est une année difficile, c'est une année où j'apprends beaucoup de choses par contre.
Donc j'aime beaucoup moi apprendre. Donc c'est une année où je fais des bonnes rencontres aussi. Mais effectivement, ça se solde par un échec. Hein. On me demande de quitter la prépa et de faire autre chose. Ok. Non, c'est intéressant parce que tu dis finalement, t'as pas pu réussir la prépa, mais toujours on sent en fait ce côté de toujours je me sers en tout cas de mes échecs pour apprendre des choses et pour rebondir. Et justement, une fois que finalement je te rends compte que ça fonctionne pas en classe préparatoire, qu'est-ce que tu décides de faire? Alors là, je décide de faire un BTS. Okay. Donc quand je fais un BTS, encore mes amis ils rigolent, ils disent bah t'étais dans la voie royale en prépa, pourquoi tu veux passer un BTS maintenant? C'est un peu drôle, mais j'ai envie de faire ça parce que je sais que le BTS ça me permettait de faire de l'alternance. Donc allier théorique et concret. Donc ça m'intéresse énormément, j'ai envie de tester des choses. Et donc là je me dirige dans une école, mais il faut trouver une alternance. Et là c'est le parcours du combattant, j'arrive pas forcément à trouver, donc là aussi on me demande de partir de l'école, mais on est en décembre, j'ai pas une perte de ma scolarité, et donc c'est là que je décide de prendre un billet d'avion pour l'île Maurice, où je fais des études par correspondance là-bas, toujours le BTS, mais avec les cours du CNED. Et donc je me retrouve 2 ans à l'île Maurice où je fais mes études et je fais des stages, et donc c'est l'occasion d'apprendre sur moi, d'apprendre sur la vie et de continuer à faire mes études. Ah, c'est bien courageux et intéressant parce que, en fait, si je résume, donc t'avais pris un BTS en France métropolitaine, mais je dois trouver une alternance, tu ne trouves pas l'alternance. Je trouve pas. Et quand même, tu dis, je vais partir à l'autre bout du monde pour quand même continuer mes études. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé et permis finalement de dire, j'abandonne pas? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans ton cas, qui se disent, bon, j'ai pas une alternance, bah, je continue pas mes études ou j'attends l'année prochaine. Mais toi, je t'ai vraiment dit, je vais carrément partir en île Maurice pour continuer mes études. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette action-là, à faire cette démarche? Je savais que j'avais envie de terminer mes études. Je voulais faire un bac plus 5. Parce qu'à cette époque-là, je pensais qu'effectivement, il fallait faire un bac plus 5 pour être épanoui professionnellement et qu'effectivement, ça donne beaucoup plus de chances d'avoir un métier qu'on veut à la fin de ses études. Donc, forcément, pour moi, il faut que je termine mes études. Donc, ce bac plus 5. Donc, le chemin que j'ai trouvé pour moi, c'était de faire ces 2 ans en BTS pour ensuite intégrer une école de commerce. Donc, je voulais faire un chemin parallèle à la prépa. Et donc, mon pari, moi, c'était de dire, bah voilà, mes potes, ils sont en prépa, c'est la voie royale. Moi, je prends une autre voie, mais je vais quand même les retrouver par une autre méthode et qui va me correspondre mieux. Et grâce à ma grande sœur qui vit à l'île Maurice, je me suis dit pourquoi pas aller la rejoindre. Il y a pas mal de circonstances aussi qui ont fait que voilà, j'ai eu la possibilité de le faire. Et je me suis dit, il faut pas que je lâche. Je sais que la prépa, ça m'a appris beaucoup de choses, une bonne méthodologie de travail quand même, même si j'ai pas travaillé à fond. Je pense que j'aurai suffisamment d'essence pour pouvoir terminer ces études par correspondance. Donc c'est là que je me suis dit, ok, je fonce à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, parce que j'ai fait les deux. Je sais que je pourrais trouver, j'ai fait Dubaï aussi. Je me suis dit, forcément, je pourrais trouver le moyen de faire des stages là-bas. Donc, let's go. Et donc, c'est pour ça que je suis parti faire mon BTS à l'île Maurice. C'est hyper intéressant parce que, encore une fois, on voit que tu avais un objectif en tête, c'est-à-dire le fait de se dire, OK, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, finalement, je sais quel est mon Rome, mais je vais prendre un autre chemin, mais je vais y arriver. Donc, on voit qu'il y a toujours ce côté déterminé de j'ai un objectif et je suis déterminé à y arriver, même si je dois passer par un autre chemin, par la fenêtre ou autre. Exactement. Je sais que, moi, je pourrais pas faire la prépa comme les autres. Je sais que ils sont plus forts dans ce domaine-là. Mais, moi, je sais que je vais faire une école de commerce. Je sais que j'ai envie de terminer mes études, etc. Il faut que je trouve le chemin pour le faire. Et mon chemin, c'est mon chemin sur mesure. Et donc, à chaque fois dans ma vie, voilà, c'est ça. Toujours, j'essaie de trouver le chemin sur mesure pour moi, qui correspond à ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie d'aller. Donc, j'essaie de trouver une intelligence pour pouvoir le faire. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, finalement, il faut connaître finalement ses aptitudes pour dire quel chemin est le plus approprié par rapport à mes caractéristiques. Donc, quand tu as quitté la prépa, tu t'es dit, peut-être il me faut du théorique, mais aussi du pratique. C'est ça. Disons, je vais m'ennuyer, je vais pas me donner à fond. Exactement. Et je vais pas voir l'intérêt direct de ce que j'apprends par rapport au côté concret et pratique. Et ensuite, pareil, toujours, en fait, tu te dis, telle expérience, ça me permet d'apprendre ça sur moi et ça me permet de rebondir pour aller encore autre part. Exactement. Et dans cette veine-là, qu'est-ce que finalement, donc tu m'as dit que tu as fait des expériences, donc à cette époque-là,
en île Maurice, à La Réunion et Dubaï. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que t'as appris finalement? Qu'est-ce que tu retires de ça? J'ai fait des stages. Ouais. J'ai fait des stages en entreprise où j'ai appris tout ce qui était lié au commerce international, tout ce qui est Incoterm, etc. Faire de la prospection. Donc, déjà le métier en lui-même, je l'ai appris déjà dans mes différents stages que j'ai pu faire. Et après, j'ai travaillé beaucoup dans des associations caritatives, que ce soit l'île Maurice, que ce soit l'île de la Réunion. Donc ça m'a beaucoup aussi ouvert aux autres. Regarder un peu comment on pouvait répondre à certains besoins. J'ai travaillé dans des associations liées au diabète à l'île Maurice, dans l'éducation aussi à l'île de la Réunion, etc. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré énormément de gens, que ce soit dans des milieux très aisés, mais vraiment très aisés, ou très pauvres, mais vraiment très pauvres. Donc j'ai fait vraiment un sacré yo-yo aussi dans le milieu social. Et ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur plein de choses. Et j'ai pris le temps en fait de savoir qu'est-ce que je voulais. Ah ouais, c'est pour ça que j'aime bien raconter, c'est que sur le sable, ça fait kitsch de dire ça, mais sur le sable, j'écrivais un peu. J'écrivais un peu ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, etc. Quand j'allais retourner en France. Et ça m'a permis de designer un peu la suite de ma scolarité. Ouais, avant d'aller sur la suite, hyper intéressant parce que finalement, tu as pris du recul en quittant la France. Donc, ça t'a permis de mieux te connaître, finalement, de prendre plus de temps pour toi. Et finalement, c'est le chemin que tu as choisi. On le verra plus tard, mais ça va te permettre de développer des compétences qui te seront utiles. Tu as parlé de l'associatif, tu as parlé de la prospection. Et ça, on sait que c'est des compétences. On le sait, tu es entrepreneur, auteur, etc. On le verra plus tard, mais ça a été utile. Donc, c'est hyper intéressant qu'a priori, on pouvait dire prépa, c'est la voie royale. Mais finalement, là, tu as pu avoir des compétences concrètes. Tu as pu mieux te connaître. Tu as pu te découvrir et trouver ta voie. Donc, on voit que parfois, ce qui paraît être mauvais à court terme en se disant c'est la voie royale, c'est dommage, je suis pas dedans, etc. Peut-être parfois c'est un bienfait. Peut-être que finalement on n'aurait pas le Emmanuel d'aujourd'hui si tu n'avais pas emprunté ce chemin-là. Donc c'est hyper inspirant. Et justement, tu as expliqué que tu as noté ce que tu voulais faire et pas faire à ton retour en France. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu reviens en France? Alors quand je reviens en France, je passe mon BTS. Donc je l'ai, là aussi encore ric-rac, mais bon, je suis content parce que j'ai fait ce BTS sans professeur. Donc j'ai dû me discipliner, donc j'ai appris la discipline quelque part, aussi la rigueur. Tout ce que j'avais appris en prépa, je l'ai réutilisé et finalement ça a porté ses fruits. Donc je suis content que le BTS soit un succès. Et ensuite là, je commence à travailler beaucoup à l'aéroport pour faire un peu d'argent, etc. Et donc j'ai envie de continuer mes études, donc je trouve une école qui me permet de faire de l'alternance. Et donc, je travaille au groupe LAFNOR. Donc, j'ai travaillé sur des sujets liés à la certification, à la normalisation. Et donc, je fais cette licence qui se passe plutôt bien. Et après, je décide de faire une école de commerce. Et cette école de commerce, là aussi, il faut trouver une alternance. Ou soit il faut payer, mais cet argent, je l'ai pas. Et donc, c'est là que je décide de partir sur Londres. Et je travaille dans le domaine un domaine que j'aime beaucoup qui est le luxe. Je travaille chez Weston, donc j'ai une belle expérience là-bas sur Londres. J'apprends plein de choses et voilà, je reviens en France comme ça. Donc je fais cette année de licence et après je fais une année de césure. Donc tu fais une année de césure où tu vas à Londres. Donc encore une fois, t'as pas peur d'aller à l'étranger. Non. C'est vraiment hyper intéressant. En fait, tu as tes options, tu te dis pas mes seules options c'est en France, c'est vraiment je dis dans le monde, quelles sont mes options pour continuer à progresser et trouver ma voie. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand je suis rentré en prépa, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de faire cette école de commerce pour pouvoir voyager à l'étranger. Ok, mais je savais que l'inconvénient de l'école de commerce, c'est qu'il fallait avoir des moyens. Moi, mes parents, ils sont à la retraite. Je suis le dernier, moi, de mes parents, etc. Donc, je sais que financièrement, c'était un peu tendu. Ils n'allaient pas pouvoir assumer les écoles de commerce. Donc, je voulais toujours aussi éviter qu'on ait des crédits, etc. Des gros fonds pour ces études. Donc, je voulais toujours trouver le moyen pour éviter ça. Pour éviter tout ça. Et je voulais faire une école de commerce pour partir aussi à l'étranger. Donc, comme je suis pas en école de commerce, il faut que je trouve le moyen pour y arriver, pour découvrir ça, etc. Et je sais que Londres, moi, ça m'intéresse. Et donc, c'est comme ça, par le moment, j'ai trouvé quelques filons pour y aller. Et donc, voilà. On va le voir plus tard, mais on voit que t'as toujours eu quand même cet esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire, le chemin, il n'existe pas. Soit je vais en trouver un, soit je vais en créer un. Je t'ai dit, école de commerce, ça me permet d'avoir des compétences dans le domaine du commerce, de la prospection et de voyager. Toi, ce que tu as fait, c'est que je t'ai trouvé une expérience professionnelle à l'étranger pour voyager et toujours te développer. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Si vous êtes jeune,
bah, parfois, on va pas tout vous donner. On a des contraintes, ça peut être financières, ça peut être on n'a pas les bonnes notes. Mais dites-vous, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce que des gens peuvent se dire, OK, Emmanuel, il a pas eu les meilleures notes. Mais on voit que quand même, tu as toujours travaillé. C'est-à-dire, t'étais pas chez toi en train de dormir et en te disant, une solution va tomber du ciel. C'est vraiment, tu t'es battu, tu t'es dit, OK, là, je peux pas aller en école de commerce. OK, je vais à Londres. Avant, t'es parti en île Maurice. Donc, on voit qu'il y a ce côté quand même entreprenant, proactif que tu as. Ouais. Parce que certains jeunes peuvent se dire, OK, ça marche pas là, donc je m'arrête, c'est pas pour moi. Non, toi, toujours, en fait, tu te dis, Toujours. s'ils me font pas rentrer par la grande porte, je vais trouver un chemin de rentrer dans la maison. Chemin. Exactement. J'ai pas envie de rien faire. Moi, j'aime pas l'oisiveté. Ouais. Hein, j'aime pas l'oisiveté, et pourtant, j'étais très paresseux, hein. Ouais. Et je me suis rendu compte, quand t'es paresseux, bah, y a rien qui se passe. C'est ça. Hein, alors, c'est pour ça que, il faut absolument se battre. Il faut trouver la solution. Donc, cette école de commerce effectivement, que je voulais, que je pouvais pas payer que je pouvais pas payer, bah, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, Londres s'est tombé, et finalement, c'était mieux même de faire une année de césure que d'aller dans cette école de commerce. Et, donc, j'ai appris l'anglais, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis. Donc, non, j'ai fait une très très belle expérience sur Londres, et c'est la ville que je préfère aujourd'hui encore. Donc, non, je regrette pas du tout. Et il faut continuer de se battre, même si les portes sont fermées. Et donc, quand tu reviens à Londres, qu'est-ce qui se passe? Quand tu reviens de Londres, pardon. Quand je reviens de Londres, je fais donc le CNAM. Ouais. Donc, je m'inscris au CNAM. Je fais donc mon master en marketing en alternance. Et donc, je suis pris au groupe La Poste. Et donc là, je travaille sur des sujets liés à l'énergie, liés à Internet of Things. J'apprends énormément. J'ai une tutrice qui m'apprend beaucoup de choses sur son métier. J'apprécie énormément tout ce qui se passe. Céline, hein, donc elle me coach, elle m'aide, elle me donne des tâches, etc. Donc c'est une expérience très enrichissante pour moi. Et en parallèle de ça, j'ai la possibilité effectivement de commencer l'entrepreneuriat. Donc big up à Irvine, un grand de mon quartier qui vient et qui me donne un jour une information qui me dit, tu sais que la ville de Sarcelles, la préfecture de Sarcelles et de Villers-le-Bel, ils ont un partenariat avec Toronto. Si t'as un projet entrepreneurial, ça peut être intéressant que t'y ailles. En plus, c'est gratuit. Donc moi, j'entends voyage Toronto gratuit, etc. Et en parallèle, moi, je voulais, même si j'ai été pris au groupe La Poste, je voulais quand même avoir une alternance dans le domaine de l'horlogerie, parce que après Londres, je commençais à m'intéresser de plus en plus aux montres, etc. Et là, je me dis, ok, j'ai pas été pris. J'ai déposé plein de CV pour travailler dans le domaine de l'horlogerie, ça n'a pas été possible. Est-ce que ce serait pas intéressant de créer une marque de montres finalement? Et là, finalement, je décide de proposer ce projet à la préfecture. Ouais. Le préfet me reçoit, le délégué du préfet me reçoit, et donc je pars pour Toronto gratuitement pendant 2 semaines pour présenter mon projet sur les montres et rencontrer un écosystème d'entrepreneurs au Canada. Donc encore le voyage. Encore le voyage. Donc j'y vais 2-3 semaines, en réalité 3 semaines, et c'est là que ça lance mon aventure entrepreneuriale en même temps que mes études. Et justement, je crois que je m'avais raconté une anecdote de comment tu t'es rendu compte du rapport qu'on avait aux montres. Je pense que ça peut être intéressant que tu expliques. Je crois que c'était dans un mariage ou quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant que tu expliques cette anecdote. Effectivement, ouais, moi, j'aimais beaucoup les montres, et oui, j'avais un ami à moi qui portait une belle montre ce jour-là. Et je dis, ouais, écoute, on doit aller à la mairie, dépêche-toi, dis-moi à quelle heure il est là. Et il regarde la montre et il pouvait pas lire l'heure. Et je me suis dit, mais ouais, les montres, en réalité, on les porte, mais certains, on l'utilise même plus pour la notion du temps, en réalité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre usage qu'on pourrait en faire, etc. Donc ça me donne des idées en fonction de cette symbolique qu'est la montre, et voir si on peut pas revisiter justement toute cette notion. Donc c'est ça qui m'a lancé dans un premier temps pour créer cette marque, et donc je suis parti au Canada pour ça. Et quand tu reviens donc en France, comment ça se passe pour créer ton entreprise, pour lancer ta marque de montre? Quelles sont les étapes que tu as suivies? Alors c'est l'aventure pure et dure, hein. Donc je rentre en France, j'en parle à 2 de mes potes. Ouais. On se lance dans le projet. On commence à appeler des ingénieurs, des horlogers, etc. pour voir si l'idée que j'avais était réalisable.
C'était une idée un peu farfelue. On voulait utiliser un peu un algorithme à l'intérieur de la montre, un peu comme l'intelligence artificielle pour pouvoir encourager la personne qui porte la montre, etc. Ouais. Donc, on rentre dans beaucoup de recherches. On essaye de faire pas mal de choses, etc. Donc, c'est un peu le désordre, hein. Ouais. Mais ça me permet de comprendre un peu certains rouages. Tout ce que j'apprends à l'école, finalement, dans le concret, j'essaie de comprendre ce qui se passe, faire un business plan, alors que c'est peut-être pas l'heure, mais on commence à en faire, etc. Et on essaie de trouver les personnes qui sont capables de réaliser cette montre. Donc, en même temps que mes études en alternance, je suis en train de réfléchir sur ça, j'écris plein de choses, j'essaie de tenter des choses. Et au fur et à mesure, on avance avec mes deux camarades. Et justement, dans ton aventure entrepreneuriale, tu rentres dans le programme Les Déterminés. Comment ça se passe et quelle expérience tu en tires? Les Déterminés, c'est vraiment cool, hein. Les Déterminés, c'est donc à la fin de mes études. Ouais. Donc mon master, je l'obtiens. Et à partir de là, effectivement, je me dis que j'ai besoin d'être accompagné davantage pour être entrepreneur. J'aimerais bien avoir plus de conseils, etc. Et donc là, je rencontre l'association des Déterminés sur LinkedIn. Et je me dis, je postule, je vais tenter. Ouais. Au début, on postule pour l'incubateur HEC. Ouais, je me rappelle, ouais. Et finalement, on n'est pas pris. Ouais. Et finalement, on tombe sur les Déterminés et on se dit, ça nous correspond mieux. C'est plus ça qu'on a besoin. Et finalement, j'apprends beaucoup de choses, que ce soit sur le marketing digital, que ce soit sur la création d'un produit, sur la création d'une communauté, etc. Et c'est pragmatique. Donc ça m'aide aussi à pivoter un peu mes idées, voir ce que j'élimine, etc. Ça me permet de rencontrer des gens. Ça me permet de faire mes premières interviews, médias, podcasts, etc. Et ça me permet aussi de rencontrer des entrepreneurs, hein. Des entrepreneurs qui ont les mêmes galères que moi en termes de financement, en termes de structuration d'idées, etc. Et après, ça me permet de rencontrer aussi le School Lab qui devient mon incubateur et après qui va propulser notre rencontre. Exactement. Et justement, en fait, dans ton parcours, souvent, on va dire les chemins les plus prestigieux au début se fermaient. Et là, finalement, tu parlais de School Lab, tu as l'opportunité de faire un échange dans l'une des meilleures universités du monde. Donc finalement, tous tes amis qui étaient en classe préparatoire, peut-être même que leur école n'est pas aussi prestigieuse que l'université de Berkeley. En effet. Ouais. Finalement, comment tu as appris la nouvelle? Comment tu t'es senti quand tu t'es dit, finalement, le Emmanuel qui ne voulait plus tricher, qui a eu son bac ric-rac, qui a arrêté la prépa, qui a dû partir en île Maurice, finalement, il se retrouve dans l'une des meilleures universités du monde que tous les Français rêveraient d'intégrer. Comment tu t'es senti lorsque tu as appris que tu étais admis à l'université de Berkeley? La première phrase que j'ai dite quand j'ai reçu le mail, j'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai rigolé. La première chose, c'est ça. Et c'est après que je suis parti voir mes parents. Parce que mes parents, je leur avais pas dit que je faisais le processus pour être pris pour Berkeley, etc. Ouais. Ils m'avaient entendu parler anglais avec un professeur pendant plus d'1h30 là pour faire David Lowe, pour faire l'entretien, mais ils avaient pas compris pourquoi. Et donc quand je parlais voir, je dis mais je suis pris là dans une école qui s'appelle Berkeley. Ma mère a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as terminé tes études, qu'est-ce que tu parles de Berkeley? Berkeley c'est Californie ça, non? C'est Californie, non? Et je dis ouais c'est une sacrée école ça, non? Et je fais ouais mais j'ai été pris. Et là grosse émotion, tu vois, et je me dis mais je regarde ma scolarité, c'était vraiment incroyable. Et je me dis tu vois, j'ai arrêté de tricher. Il s'est passé plein de choses et regarde la récompense. C'est ça. Quelques années plus tard. C'est ça. Et effectivement, c'est drôle. C'est drôle, donc ça m'a fait rire. Et j'ai passé une très très belle, très très beau moment là-bas. Donc oui, c'était beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude et une fierté de me dire, voilà, j'ai patienté. J'ai été patient. J'ai été intègre avec moi-même. J'ai arrêté de tricher. J'ai arrêté de trouver des raccourcis. J'ai pris le temps et voilà, la récompense finalement de ma scolarité, ça a été ce petit temps dans cette école prestigieuse. Ouais. Moi qui voulais faire des grandes études, moi qui voulais faire des grandes écoles, effectivement, voilà, j'ai eu cette cerise quelque part. Donc ça me fait rire, voilà. Ça m'a fait rire. C'est hyper inspirant parce que finalement, t'as dit une phrase qui est forte, c'est au début tu trichais, donc finalement tu es arrivé à court terme à tes fins. Mais tu n'étais pas fier. Tu te sentais comme un imposteur, finalement. C'est ça. Et finalement, tu t'es dit, je vais arrêter de tricher, je vais être honnête avec moi-même. Ça a été plus long, mais le travail, finalement, il a payé. Parce que là, t'as intégré Berkeley. Peut-être que si t'avais triché tout le temps, peut-être t'aurais une école de commerce, mais t'aurais pas eu Berkeley. J'aurais pas eu, c'est ça, exactement. Clairement, en fait, tout ce chemin, finalement, il m'a permis d'atteindre l'objectif que je voulais, qui était d'avoir une belle école
et d'avoir un parcours dans le commerce, etc. Et effectivement, bah, si je m'étais voilé la face, continué à tricher, etc., j'aurais eu effectivement bah, quelque chose en dessous de mon plan sur mesure. C'est ça. Et surtout, tout le chemin que tu as pu prendre, ça t'a permis de développer des compétences, ça t'a façonné. Parce que je me rappelle, donc à Berkeley, on avait un professeur de leadership qui s'appelle Ken Singer. J'en parlerai certainement un jour. Et donc dans notre classe, il y avait plein de gens qui venaient aussi de grandes écoles de commerce. Exact. Et je me rappelais, le prof, il avait dit, si je devais miser sur un entrepreneur dans la classe, ce serait Emmanuel. Donc on voit que finalement, bah, toutes les compétences que tu as eues, toute ta personnalité que tu as pu développer, tes soft skills, ton charisme, etc., bah finalement, ça a été mis en lumière dans le pratique. C'est-à-dire que c'est bien le théorique, mais quand il a fallu pitcher, quand il a fallu parler de ta personne, quand on a parlé de leadership, bah là, on a vu que tout ce que tu as vécu, le concret, pas juste le théorique, ça a fait la différence avec des élèves qui ont fait que du théorique. Donc ça, c'est une manière aussi de voir que peut-être qu'à court terme, on va plus valoriser le théorique, c'est-à-dire là au lycée, le par cœur va être valorisé, mais au bout d'un moment, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, si on n'est pas confronté très tôt à ça, bah on peut se prendre des claques. Et ma question maintenant, c'est avant de raconter, non, je vais peut-être raconter l'anecdote du coup. Donc moi, j'étais dans la même promotion qu'Emmanuel, donc à Berkeley. Exact, c'est là où on se Et rencontre. moi, je me rappelle en fait, quand j'ai été pris à Berkeley, chercher des sources de financement. Et j'étais tombé sur un article du Parisien qui disait de VLBL à la Silicon Valley et de Totis qui disait aussi MLK Zonzi, d'une ZEP à la Silicon Valley. Donc il y avait plein d'articles sur toi. Je me dis, mais attends, VLBL, ça c'est mon quartier, etc. Et là, du coup, je regarde et tout, je t'envoie un message sur Messenger et je t'ai dit, ouais, félicitations, j'ai vu ton parcours, c'est inspirant. Moi aussi, je vais à Berkeley, mais je savais pas qu'on était dans le même programme. Et du coup, tu me racontes, et je me rappelle, moi, je devais venir aux États-Unis dans une semaine, et tu m'as proposé de venir chez toi, le temps que je trouve mon logement. Donc, comme quoi, la connexion s'est faite comme ça. s'est faite comme ça. Alors que t'es dans le même quartier. Dans le même quartier, on s'était jamais vu. Jamais vu, ouais, jamais Incroyable. vu. Ouais. Et du coup, ma question, c'est finalement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience en Californie où, donc, je rappelle, Berkeley, t'as pu aller à la Silicon Valley et je me rappelle, t'as même pu rencontrer des sacrées personnalités sur place. Ouais. Donc raconte-nous un peu les rencontres que tu as pu faire, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience. La première semaine où j'arrive, je rencontre Luc Julia, donc le créateur de Siri. C'est et donc c'est lui qui me parle et qui me conseille un peu sur ma montre, etc., que j'ai envie de faire. Donc il me reçoit dans le siège de Samsung. Incroyable. J'étais impressionné, un truc de On se fou. rend pas compte, de VLBL dans le siège de Samsung en Californie. C'est direct, franchement, c'était très impressionnant. Donc, il me parle, etc. et qui me dit, bah, accroche-toi, en fait, à ta vision parce que ton produit, effectivement, il est très ambitieux, mais dans le concret, est-ce que tu vas réussir? Ça, on sait pas. C'est un peu complexe. Donc, je parle avec lui. Et en réalité, le parcours aux États-Unis, il est dur, hein. Donc, c'est là que je me rends compte que le business, en fait, c'est pas évident, hein. C'est pas évident qu'une idée, bah, ça fait pas tout. C'est l'exécution qui est derrière, etc. Mais finalement, je rencontre des personnes qui vont m'aider à créer la montre. Je rencontre une personne qui va me mettre en contact avec un designer après pour mes montres que je vais créer derrière. Parce que je vais pivoter, etc. Je rencontre, de fabuleuses personnes, hein, dont toi. Hein, je rencontre des personnes dans ma classe qui vont devenir des amis. Je rencontre un professeur, effectivement, qui m'a donné beaucoup d'aide. Et comprendre qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Donc c'est une année où je suis en train de dessiner ce que j'ai envie de faire en termes de business. Pourtant, je suis dans un milieu très technologique, à la Silicon Valley, etc. On entend que des trucs hyper tech, hyper deep, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, en fait, cette année-là, ça me rappelle un peu la prépa. Je me dis, tu vois, je sais que la voie royale pour un entrepreneur, c'est faire ça, là. C'est le truc de Silicon Valley, c'est les levées de fonds, c'est les trucs de ouf, etc. Et je me rends compte qu'en fait, non, plus je suis dedans, plus je me dis, d'une part, j'ai pas le niveau déjà. Donc, même en classe, j'avais pas forcément le niveau de gens de ma classe, etc. Mais je me bats, donc j'ai eu mon certificat, j'ai eu mon graduation, tout ça, donc c'est cool. Mais je me rends compte que c'est pas ma place, tu vois, de vouloir faire les levées de fonds, faire les trucs d'entrepreneurs classiques, etc. Je sais que c'est pas moi, tu vois. Et donc quand je rentre en France, je me dis ok, je vais aller au bout quand même de ce projet des montres, etc. Je vais pivoter, je vais faire quelque chose, etc. Je vais envoyer, je vais pouvoir livrer à mes clients, etc. Je vais pouvoir faire le truc, mais rapidement il faut que j'arrive à trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc tu vois,
le truc que j'ai eu dans ma scolarité de me poser des questions, de prendre mon temps, etc. Et ben, à mon retour des États-Unis, c'est ce que je fais. Puis c'est le Covid qui me met une pause, etc. Donc, ouais, les États-Unis, ça m'a calmé, en fait. Ça m'a calmé et c'était comme si une classe où ça m'a permis de faire grandir mes idées, grandir ma vision d'entrepreneur et sur le business model que je devais adopter pour après. Donc Berkeley, ouais, c'est une année où, comme la prépa, hein, où je sais que j'étais pas à ma place, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est un fondement pour l'étape d'après. Donc c'était pas drôle, comme la prépa. C'était pas drôle, hein. Les prépas, c'était l'école, tout ça, les trucs comme ça. Berkeley, là, des fois, c'était des devoirs qu'il fallait rendre, tout ça, là. C'était compliqué, hein. Il fallait avoir un niveau, etc. C'était beaucoup d'intensité. Il fallait faire plein de choses, etc. En même temps, il fallait créer son entreprise, etc. C'était pas drôle, hein. Donc, c'était que la partie de la fin où j'ai fait un road trip, etc. Mes potes sont venus de Londres, tout ça. C'était cool. C'était ça. C'était cool. Mais la partie Berkeley, c'était pas facile. C'était pas comme les autres voyages. Ouais, c'était pas des vacances. Mais je sais que cette étape, elle est très importante pour l'entrepreneur que je vais devenir. Ouais. Donc ouais, ça m'a beaucoup façonné. Et justement, tu disais que c'était un peu une période charnière. Et je me rappelle, c'est à ce moment-là aussi que tu commençais à finaliser ton livre. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, finalement, pourquoi tu as écrit ton livre et pourquoi tu as choisi de t'éditer en livre indépendant, Ouais, auto-éditeur. Auto-éditeur, ouais. Bah, comme je le disais, hein, mon parcours scolaire, il était atypique, hein, particulier. Donc, comme tu l'as dit aussi, j'ai été quand même sollicité par plusieurs médias, podcasts, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, viens témoigner, etc. Et donc, voilà, c'est, dans la logique, c'était pas forcément réalisable. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut absolument avoir un support pour pouvoir donner ce témoignage de ma scolarité, etc. Donc j'ai décidé effectivement quand je suis revenu en France après Berkeley, je faisais quelques conférences dans les écoles, dans les lycées, etc. Je me suis dit je peux pas aller partout tout le temps. Je vais faire un livre et comme ça je vais le distribuer, comme ça les plus jeunes s'ils ont besoin de lire ce livre-là, ça peut les encourager, etc. Let's go. Donc j'ai écrit ce livre-là avec ma grande sœur, avec toi, je t'ai fait relire, avec plusieurs autres personnes qui m'ont marqué dans ma scolarité. Je fais big up à Soline, Sarah, Ibrahim Mir, donc qui m'ont aidé à écrire ce livre. Moi, on l'a écrit en rapide, hein. C'est un témoignage pour vraiment avec un langage pour les jeunes, pour qu'ils puissent le lire facilement et voir un peu différentes clés qu'il y a eu dans ma scolarité. Et donc j'ai écrit ce livre et je voulais être en auto-édition parce que j'avais pas le temps en fait de chercher des maisons d'édition, etc. Et finalement c'était bien mieux. Ouais, je confirme. Parce que finalement ça me permet de faire des conférences dans des écoles et dans cette période de flou artistique, ma montre était pas sortie, j'avais pas d'argent, je touchais même pas la RSA, il y avait même pas de Pôle emploi, etc. J'avais rien. Et je faisais des conférences. Et donc c'est ce qui m'a rémunéré et qui me rémunère encore aujourd'hui, hein. Donc le fait de vendre mon livre dans les écoles, j'interviens, les gens qui me prennent 400 livres, 500 livres d'un coup. Et voilà. Donc ce livre-là, je suis très content qu'il existe. Et en plus, il encourage énormément de jeunes. Je reçois beaucoup de témoignages, d'encouragement avec ce livre-là. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils me lisent le livre, ils disent ouais, je me reconnais dans ce livre-là, ça me donne de la pêche, etc. Donc superbe. Et c'est intéressant aussi parce que tu as su finalement lier l'impact sur les jeunes, donc sur l'égalité des chances, tout en justement réussissant à vivre, à gagner ta vie. Donc c'est-à-dire que tu arrives à avoir l'impact tout en pouvant gagner ta vie en tant que conférencier et auteur. Donc c'est hyper intéressant. Et justement, toujours dans cette même trame, donc tu as aussi créé ton association Carré Clé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça et c'est quoi finalement le chess boxing? Ok, Carré Clé, donc c'est ça aussi, hein, c'est un projet qui vient en même temps que les montres. Avec mon associé Sylvain, nos montres, on avait une campagne crowdfunding pendant 30 jours. Il fallait faire 20 000 € justement pour le lancement de nos montres, etc.
Et on voulait décompresser à un moment donné parce que il y avait un peu de pression. Donc on est parti faire de la boxe le matin, des échecs l'après-midi. Et quand on regarde le résultat le soir, nos montres, ça part. Donc il y a des commandes. Donc on est grave content et on rigole et on se dit ce serait cool si on pouvait vivre de ces passions-là qui sont la boxe, les échecs et les montres. Ce serait vraiment cool. Et on tape boxe et échecs sur internet et on tombe sur le chess boxing. C'est quoi ce truc? On regarde le champion, il s'appelle Thomas Cazeneuve et c'est le persona, c'est le mec type qui achète nos montres. Il ressemble exactement au mec on a imaginé qui allait porter nos montres. Ouais. Et donc on le contacte sur LinkedIn, sur Instagram, il nous répond direct. On l'appelle et là il nous partage son aventure, il nous explique c'est quoi le sport, le chess boxing. Et on se dit non mais c'est un truc de fou. Il faut qu'on fasse ça nous. Et on se renseigne sur les clubs, etc. On voit qu'il y en a un peu proche de chez nous. Donc on décide d'en créer un sur Villers-le-Bel. Donc on l'appelle Carré Clé. Carré qui fait référence au ring et à l'échiquier. Et à Clé, de Cassius Clay. Mohamed Ali, il avait une vision très portée sur les autres aussi. Donc on s'est dit que nous, on allait créer un club de chess boxing qui allait avoir une portée sociale. Donc c'est là qu'on crée le club sur Villers-le-Bel et on décide de créer un batch de jeunes qu'on aide dans la ville pour des questions liées à l'alternance, trouver des stages, trouver sa voie. Donc voilà, on crée une capsule de mentoring avec le club. Donc c'est comme ça qu'on crée Carré Clé. Ah, hyper intéressant. Et d'ailleurs, ma sœur et mon cousin font des échecs dans ton association. Donc exact, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, ça permet d'avoir ces opportunités parce que nous, à notre âge, en tout cas moi, j'avais pas d'association qui faisait des échecs. Bah ouais, surtout dans nos villes, etc. Il y en a très peu. Le foot, il y a, mais le foot, etc. Il y a, mais effectivement, échec, il y a pas. Ouais. Donc nous, on est les premiers qui le font justement dans nos départements, en tout cas dans le haut du 95. Donc on va continuer justement à ouvrir plus. Donc c'est notre ambition. Et justement, qu'est-ce que ça développe selon toi le fait de pratiquer des échecs et de la boxe? Qu'est-ce que ça développe chez une personne, chez un enfant? Ça aide à se dépasser, hein, la boxe. Comme les échecs, ça aide à se dépasser, ça aide à se concentrer. Ça aide à utiliser la logique, ça aide à trouver le chemin pour réussir. Hein, des fois on est coincé, hein, soit sur le ring, soit sur l'échiquier. Il faut trouver le moyen de s'en sortir et de pouvoir souffler, de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc nous on aime bien justement faire des parallèles avec la vie, hein, on enseigne le chess boxing. Donc on aime beaucoup ce sport. On aime beaucoup ce sport et on aime la boxe, on aime les échecs et on aime justement l'alliance des deux. Parce que le chess boxing, comment ça se pratique, c'est que vous êtes sur un ring pendant 3 minutes, vous devez boxer. Si vous n'avez pas mis KO l'adversaire, l'arbitre apporte le plateau d'échecs, il vous demande de mettre échec et mat. Si c'est pas fait, vous reprenez les gants et ainsi de suite. Donc on a besoin de toujours de faire les deux en même temps. Donc c'est très challengeant. Ça travaille le physique, le mental, et je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Hein. Donc nous, on plonge nos enfants dans. On a à peu près 80 inscrits sur la partie échec. On a plus de 120 personnes en boxe, etc. Donc après on fait les entraînements en fonction de ceux qui veulent faire le chess boxing pur et dur. Donc ils sont épanouis, nous ça nous épanouit. Donc on prend le temps de faire grandir tranquillement l'association. Je prends mon temps pour faire les choses, pour faire correctement. Et voilà. C'est hyper intéressant. C'est vrai que finalement ça forge le mental et ça forge aussi le physique parce qu'il y a la boxe. C'est ça. Il y a aussi la persévérance et la confiance en soi parce qu'il faut avoir une certaine confiance aussi pour affronter un adversaire, pour tester des techniques, tester des stratégies. Donc c'est vrai que ça combine exactement le respect, ça combine un peu tout, ça prépare à réussir à l'école, ça prépare à la vie et ça permet aussi d'avoir une bonne santé et aussi de créer des liens entre les jeunes finalement. Exactement. Donc, moi c'est pour ça que je dis que ce sport-là c'est vraiment du développement personnel comme pas possible. Donc ça développe quelqu'un et ça le rend humble, ça le rend résilient et ça le rend persévérant, curieux, déterminé et courageux. Des qualités importantes. Des qualités importantes. Donc c'est ce qu'on veut continuer à faire et à grandir, continuer avec Carré Clé. Et donc tu
t'expliquais justement auparavant que au début, l'école c'était pas tout le temps facile et que finalement parfois tu avais un rapport différent des autres élèves avec l'école, mais finalement maintenant tu expliques que tu es aussi professeur. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu professeur et pourquoi tu es encore professeur? Qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi tu aimes cette profession? J'aime beaucoup. J'ai découvert ça purement au hasard. Okay. Alors, quand je faisais des conférences, j'ai été invité par une directrice d'école qui m'a interpellé sur LinkedIn. Donc, big up à Amara, par Ecomsup, et qui me disait, nous, votre livre, on l'utilise comme une sanction pédagogique. Okay. Je dis, comment ça, une sanction pédagogique? Oui, tous les élèves, qui passent par des moments difficiles, etc., ou qu'on attrape en train de tricher, ou ils doivent lire votre livre et faire une restitution. Okay. Je dis, c'est quoi ça? C'est incroyable, ça. Donc, je suis parti faire cette intervention, cette conférence, et donc, c'est très bien passé. Et donc, ensuite, elle m'a proposé, effectivement, une matière, etc. Donc, j'ai testé. Je me suis rendu compte que c'était une matière qui était proche de l'entrepreneuriat. Ouais. Avec des notions que j'avais fait déjà moi-même en tant qu'étudiant, marketing, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire, pourquoi pas tester. Et donc, j'ai apprécié transmettre, aider justement ces jeunes, mais qui avaient à peu près le même profil que moi. Ouais. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres écoles, etc. Et donc, j'ai commencé à enseigner donc la relation clientèle, etc. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est intéressant parce que tu as de l'impact en fait à différents âges. C'est-à-dire avec les plus jeunes, il y a Carré Clé. Ensuite, en tant que professeur de BTS, tu vas former les gens avant d'aller dans le marché du travail. Exact. Tu fais aussi des conférences au sein de très grandes entreprises. C'est ça. Et aussi avec ta montre, tu vas aussi impacter l'état d'esprit et le mindset des personnes peut-être plus âgées. Donc on voit que finalement, sans t'en rendre compte, chaque projet que tu as va impacter différentes tranches d'âge, va agir sur différents sujets. Donc finalement, tu as un peu un écosystème où tu impactes à plusieurs endroits. Et finalement, peut-être que les élèves de Carré Clé vont un jour être tes élèves en BTS. Exact. Ou peut-être vont acheter tes montres. Donc c'est hyper intéressant finalement de se dire que c'est exactement. Il y a toujours cette notion du temps et qu'il y a la circularité exactement. Aussi. C'est hyper. Franchement, et sur ça, tu vois, je suis quand même content parce que tout ce que je fais aujourd'hui, effectivement, ça part un écho de fou. Tu vois, je gagne pas des millions, etc. Tu vois. Mais je suis content parce qu'il y a une cohérence. Tu vois, mon parcours, il y a une cohérence et tout ce que je fais, finalement, il y a un lien. Il y a un lien. Tout est accroché. Donc, quand ça a un impact sur ça, ça a un impact sur l'autre, etc. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis très patient. Parce que j'ai trouvé, en fait, ce que je veux. Tu vois. Aujourd'hui, tu vois, je suis très serein. Je sais, je gagne pas avec mes montres, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je gagne pas, mais je suis très confiant dans ce qui va se passer. Comme j'étais confiant quand j'étais dans ma scolarité. Ouais. Quand je suis parti à l'Imory, j'étais très confiant. Je savais que pas de problème. Le chemin, il va être long, ça va être difficile, etc. Mais je vais avoir ce que j'ai besoin d'avoir. Et là, c'est la même chose. Mon livre, je vois que ça commence à grandir. Carré Clé, tranquillement, les choses commencent à se passer. Les montres, c'est chaud. Mais ça commence il y a une clientèle, etc. Tu vois. Mais je sais que le chemin, les graines vont produire quelque chose et le fruit sera bon pour moi et pour les gens qui m'entourent. Donc je suis content. Et justement, si j'avais triché, même dans mon parcours entrepreneurial, tu vois, j'aurais pas compris ça et je me serais éloigné de ce que j'ai besoin de faire. Donc on va prendre le temps qu'il faut. On va prendre le temps qu'il faut. Mais c'est hyper intéressant parce que justement aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, la plupart des jeunes, ils vont pas avoir le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire, ils vont se dire, il faut le succès tout de suite. Et justement, toi, avant, tu étais présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu t'en es éloigné. Ouais. Mais comment tu fais pour convaincre un jeune qui, finalement, je vais pas citer de nom, mais qui voit certains influenceurs réussir très vite 10 000 euros par mois au bout d'un mois, 2 mois? Et comment tu peux les convaincre finalement? En tout cas, qu'est-ce que tu allais leur dire s'ils étaient en face de toi pour les persuader finalement d'être patient? Parce qu'on est dans une génération où on veut tout de suite. Comment tu vas les convaincre de prendre ton temps et tôt ou tard, tu auras les résultats? Ouais. C'est compliqué de convaincre à ce niveau. Ouais. Moi, je le vois dans ma classe, dans mes classes que j'ai, etc. Tout le monde est pressé, etc. Ouais. Et même moi, des fois, je peux être pressé comme ça, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi, je m'éloigne
je m'éloigne un peu de cette distraction. Ouais. Mais je pense que, en fait, c'est quand tu te connais. C'est quand tu te connais Ouais. et qu'il y a une force en toi qui dit non, c'est pas mon chemin. Mais moi-même, j'ai mis du temps pour arriver à ce niveau de me dire, ouais, bah, écoute, non, c'est pas ce que je veux, etc. Donc, forcément, bah, ces élèves-là, je leur dis, bah, écoute, vas-y, tente, regarde. Ah, tu vas pas les dissuader, tu vas leur dire Pas les t'inquiète. dissuader. Et forcément, en plus, dans les conseils de ces gens-là qu'ils écoutent, Ouais. il y en a certains, c'est des conseils qui sont incroyables. Moi-même, je les écoute. Donc, tu vois, il y a moi, j'ai décidé effectivement de me retirer, etc. Ouais. Mais il y a des bonnes choses dans les réseaux. Mhm. Il y a des bonnes choses dans ce que ces personnes-là disent. Mm. Donc, chacun doit faire le pour et le contre. Et au bon moment, bah, les gens, ils feront les choix qu'ils ont besoin de faire. Mm. Moi, en tout cas, pour ma part, voilà, effectivement, il y a des trucs dans les réseaux qui m'intéressent moins, etc. Mais il y a des trucs que je vais quand même récupérer pour aussi créer une forme de liberté financière. Donc, forcément. Mais effectivement, je prêcherai toujours prendre son temps. Parce que on n'a pas besoin de se presser, parce que quand on se presse, des fois, ça va créer aussi d'autres frustrations, ça va créer d'autres choses qui vont être nuisibles, etc. Donc, c'est intéressant. Donc je pense que chacun doit trouver le bon équilibre. Après, des fois, c'est en se trompant aussi qu'on comprend des choses etc. Tu vois. Non, c'est vrai que c'est difficile comme question parce que souvent on avait dire, il y a un proverbe en Afrique, en tout cas au Sénégal, qui dit que l'ancien, il est au sommet de l'arbre et il voit le jeune musclé qui va tomber dans des pièges et il est tenté de lui dire, prends ce chemin-là, ne prends pas celui-là. Mais que finalement, c'est en prenant les chemins avec des pièges que lui aussi, plus tard, il sera l'ancien qui sera au sommet de l'arbre. C'est ça. Donc c'est vrai que des fois, on est tenté de dire, non, mais prends ton temps, prends pas ce chemin-là. Mais finalement, c'est vrai que peut-être vaut mieux que les gens prennent conscience eux-mêmes de leurs erreurs. C'est ça. Comme on a pu le voir à travers ton parcours. Même si je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'auraient pas eu ta détermination, parce que quand même dans ton parcours, t'as quand même pas eu peur à chaque fois de sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que t'es entrepreneur en réalité, c'est que tout le monde ne peut pas partir à l'étranger pour se découvrir, créer une entreprise, créer une association. On voit que t'as pas peur d'aller quand même dans différents domaines. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir pour tout le monde par rapport à ton histoire, c'est aussi le côté de on n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à chaque fois de ses erreurs, qu'il faut apprendre des autres et qu'il faut aussi se connaître. Je pense que c'est le point important, c'est la connaissance commence par la connaissance de soi, c'est-à-dire quand je me connais, je sais quel chemin est pour moi ou quel chemin je peux me fabriquer pour atteindre Rome, entre guillemets. Tous les chemins mènent à Rome. Il y a aussi le côté aussi, si je me connais, ça me permet de savoir aussi quels sont les dangers. C'est-à-dire, si on parle des réseaux sociaux, si je sais que j'ai besoin d'être concentré, peut-être qu'il faut que je supprime ça. Si là, il y a un moment de ma vie où j'ai besoin, au contraire, de beaucoup de notoriété pour vendre mes produits, peut-être que là, il faut que j'aille sur les réseaux. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Le point clé, c'est connaissance de soi pour trouver les opportunités, pour filtrer les opportunités et pas se dire dropshipping, je vais là, e-commerce, je vais là, intelligence artificielle, je vais là. Si je me connais, je sais quel chemin est bon pour moi. Si je suis un entrepreneur, je vais savoir aussi quel type de business ou de projet peut me correspondre. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ça, se connaître. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est important. Se connaître, parce que sinon, on peut être emporté dans plein de choses. C'est clair. Et après, on n'est pas satisfait, on n'est pas épanoui. Donc non, c'est hyper important parce que tu vois, nous tous les deux, on fait des ateliers auprès de jeunes. Et tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui me disent, moi, je veux être riche. Sauf que si l'argent, c'est ton seul but, en fait, tu peux être riche en vendant de la drogue, entre guillemets, tu peux être riche en étant sportif, tu peux être riche en vendant tel produit, en étant trader, en étant avocat. Donc finalement, t'auras jamais justement le temps de persévérer dans un chemin. Exact. Donc c'est important de dire au-delà de l'argent, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est, je veux de l'argent pour voyager? Est-ce que je veux de l'argent pour mettre ma famille à l'abri? Est-ce que je veux de l'argent pour manger, pour m'habiller, peu importe? Mais vraiment savoir le pourquoi. Exactement. Et savoir qui je suis pour justement trouver son chemin et persévérer. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ouais. Et peut-être un point, c'est une question difficile. C'est un peu une discussion qu'on va avoir. C'est selon toi, on parle beaucoup de méritocratie et d'égalité des chances en France. Et il y a souvent une sorte de conflit entre est-ce que c'est les études, la voie royale quand on vient d'un quartier de milieu modeste, ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à davantage de gens finalement de sortir de leurs conditions sociales. Donc pour toi, même si c'est difficile, faut nuancer, mais en tout cas, quel serait le plus simple entre les deux pour sortir de sa condition sociale? C'est une question que j'essaye moi-même de répondre. Ouais. Donc
j'essaie de lire justement sur ce sujet. Ouais. Je me demande si c'est une approche un peu scientifique ou même littéraire, tu vois, ça peut pas justement aider à pouvoir répondre à cette question. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis un peu des deux, tu vois. Donc, je fais l'entrepreneuriat, ça m'aide à être libre financièrement, forcément. Mais j'ai été à l'école aussi. Et j'aurais pu être aussi très bien et épanoui grâce aux fruits de ma scolarité. Et c'est le fruit de ma scolarité qui me permet d'être entrepreneur. Donc, moi, je pense qu'on a besoin des deux. Maintenant, après, sur est-ce que la méritocratie, elle est véritable en France? Ça, c'est une question, je sais pas. C'est une question, je vais me laisser le temps de répondre. Je suis en train de réfléchir. Il y a plein de débats sur ça, effectivement. C'est clairement. Et pour l'instant, je me suis pas fait mon avis, etc. dessus. Mais je pense qu'on a besoin des entrepreneurs. Et on a besoin aussi de l'école. Et mais ouais, c'est même sur l'inégalité scolaire, etc. C'est des questions que j'essaie de beaucoup de réfléchir, d'apprendre sur ce sujet pour pouvoir déjà aider les gens qui sont proches de moi, qui sont dans certaines difficultés, etc. Mais c'est un sujet là, dans les prochaines années là que je vais essayer d'écrire dessus. Je vais essayer de rentrer dans beaucoup de réflexions et voir si on peut apporter effectivement des solutions. Non, c'est clair que c'est pas une question facile. Moi, je dirais quand même que en France, si on se place dans le contexte français, effectivement, c'est soit que les études, soit on va entreprendre, mais avoir un minimum de sécurité. Parce que tu parlais des levées de fonds. Pour ceux qui veulent faire des levées de fonds, c'est soit j'ai un réseau énorme ou je viens d'une grande famille, soit je vais dire j'ai fait HEC, j'ai fait telle école, donc entre guillemets, ça prouve que je suis bon. Ou sinon, comme Emmanuel l'a montré, je vais faire des allers-retours entre le concret avec de l'alternance. Ça peut être, je vais travailler mon projet de montre, par exemple, mais à côté, je continue mon master en alternance. Ou moi, si je prends mon cas, j'ai fait mon stage dans mon association. Mais je pense que quand on vient d'un quartier, faut faire attention à tout plaquer et à laisser les études de côté. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde aussi de requins, entre guillemets. C'est-à-dire, on va pas vous donner les fonds hyper facilement non plus. Heureusement qu'il y a des initiatives comme les Déterminés. Il y a aussi, je crois que j'ai oublié le nom, mais il y a d'autres associations qui travaillent en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais je pense que si on peut faire les deux, c'est pas mal. Parce que déjà, ça permet d'ouvrir l'esprit. Ça permet de se créer du réseau dans les deux domaines, d'avoir des entrepreneurs. Mais aussi, si notre entreprise, elle est en lien avec une entreprise, ça veut dire que si j'ai des amis qui étaient en école de commerce ou d'ingénieur avec moi, peut-être qu'ils vont faire des passes décisives pour avoir des contrats. Donc, je pense, tant que vous pouvez faire les deux, essayez d'être bon dans les deux. Après, si vraiment il y a une opportunité où là vous vous dites, c'est un parachute, quand même, les études. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même un parachute. Après, voilà, il faut savoir pourquoi on fait des études et les utiliser à bon escient. Mais effectivement, moi-même, je suis en train de réfléchir. Je suis professeur. Hein. Il y a certaines études, effectivement, je sais que c'est effectivement ça y a pas de débouché, hein. C'est ça. Surtout dans le monde dans lequel on sait que dans le monde dans lequel on vit, avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. C'est clair. Il y a plein de choses qui vont disparaître. Donc il faut être pragmatique. Et je pense que voilà, dans cette question-là, il faut être pragmatique. Donc pour résumer, bien se connaître, pour savoir justement quel parcours est le plus approprié, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou les études. Il y a le côté aussi bien regarder les débouchés si on parle des études, regarder ce que justement, ça sera l'investissement en temps et en énergie que je vais mettre dans mes études, ça sera rentabilisé. Et aussi être proactif, c'est-à-dire, ok, je rentre dans tel master ou telle école, mais il faut que je crée du réseau, il faut faire les bons stages, et il faut vraiment prendre ce qu'il y a à apprendre. Et s'il y a des opportunités de créer une entreprise ou d'avoir un bon stage, etc., d'y aller. Et on n'avait pas fait les questions type combiné, donc là, je te propose de le faire. Super. Donc, on va commencer par ton domaine. Mohamed Ali. Ou finalement, on va dire Cédric Doumbé. Entre les deux. Sans justification. Sans justification. Ouais. Mohamed Ali. Mohamed Ali, ok. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Mike Tyson. Ok. Boxe française ou boxe anglaise? Anglaise. Kerry James ou Roth? Kerry James. Kerry James. Londres ou New York? Londres. Ok.
Londres ou Paris? Londres. Ah ouais. Louis Vuitton ou Prada? Même si c'est la même enseigne, c'est proche. Prada. T'es plutôt burger ou pizza? Burger. Ok. Et dernière question, laquelle je vais prendre? T'es plutôt Netflix ou YouTube? YouTube. Ok. Donc là, il nous reste environ 1 minute 30. Quel conseil t'aurais à donner à un jeune qui est déterminé, mais il a du mal à trouver sa voie et il a pas trop d'espoir. Il se dit, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message pour qu'il persévère et qu'il continue à chercher sa voie? Bah, c'est de tester des choses. Ok. Tester des choses. À un moment donné, quand tu testes, tu trouves, hein. Donc, tester, se tromper, recommencer vite. Ouais. Voilà. Je me trompe, je recommence. Je me trompe, je recommence. Ouais. Et à un moment donné, il y a des choses que il sera bon et il va continuer. Il y a des gens qui vont dire, ah, toi, t'es bon pour ça, toi, hein. C'est bien. Il va trouver sa voie comme ça et ça va bien se passer. Ouais. Et pas se comparer. Ouais, ça c'est important ça. Ça c'est Pas pas se facile, hein. comparer. Ouais. À l'ère des réseaux sociaux, on veut tous se comparer. Ou se comparer à soi-même. Dire, ça, à son ouais. mois de dire. C'est pas facile. Ouais. Mais ouais, se comparer, je pense que ça ralentit beaucoup de gens. C'est vrai. Moi, ça m'a ralenti en tout cas. Ouais. Et, C'est intéressant. quand je me compare pas, je vais plus vite. En tout cas, dans ce que je fais. Donc il faut se tromper, recommencer et aussi prendre du plaisir. Ouais. Moi, il y a un truc aussi qui fonctionne bien chez moi. Ouais. C'est quand je joue. Je joue. Tu vois, moi, quand je joue, je trouve que... Pas se mettre de pression, quoi. C'est pas de pression et ça se passe bien. Okay. Oh, merci en tout cas pour ces conseils. Merci à toi pour ton invitation. Hein. Je t'en prie. On mettra tous les liens donc pour son livre, Je ne veux plus tricher, son LinkedIn, etc. Donc tous les moyens de te contacter, on le mettra dans la description. En tout cas, merci Emmanuel pour ta présence. Merci et je vous dis à un prochain épisode dans l'émission Ne parle pas d'âge. Bien.